Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier rendez-vous, tout nouveau rendez-vous au comptoir de Calcio Espresso. Nous ouvrons le comptoir désormais régulièrement à un invité pour revenir principalement sur le podcast de la semaine, mais aussi parler de l'actualité calcio en général avec notre invité, et puis pour également revenir avec vous sur vos questions, puisque c'est bien sûr interactif. Alors du coup, deux parties dans notre émission. En retour sur le podcast, je le disais, cette semaine, il était consacré à Massimiliano Allegri, et puis ensuite, nous parlerons tranquillement. Valentina, je suis heureux de te retrouver dans ce samedi. On se voit cette fois-ci, c'est incroyable. Parce que jusque-là, notre podcast, on le souvient pour qui est là pour la première fois, il est parti les derniers mois de septembre. Et, comment dire, c'était un café entre amis, justement cet été, avec Cédric. On s'est dit, pourquoi pas essayer de mettre ensemble nos compétences et faire quelque chose de différent. Et voilà, c'est comme ça qu'il est né Calcio Express. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première fois live sur notre page Facebook. Et j'espère, comme tu as dit, de faire de temps en temps des entretiens, des rendez-vous de façon amicale. Et je remercie Florian Sabatier qui est là avec nous aujourd'hui et nous aidera à connaître un peu plus tous les personnages allègres qui étaient déjà notre focus de la semaine. Eh bien, bienvenue Florian. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux déjà. Moi aussi, c'est un plaisir et déjà un grand coup de chapeau à ce que vous faites parce que franchement, moi je trouve que quand même globalement le championnat italien est pas trop pas méprisé, mais un peu vu moins bien en France, je trouve, par rapport à d'autres championnats, que ce soit le championnat espagnol, le championnat anglais aussi. Donc, c'est bien d'avoir aussi une couverture un peu de ce championnat-là à travers des podcasts. Donc, déjà, bravo pour tout le travail que vous accomplissez. C'est vraiment pas mal. Merci beaucoup. Et avec Cédric, on essaie de donner un point de vue un petit peu différent, dans le sens, on reste pas forcément dans l'actu parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de podcasts déjà sous ces thématiques-là. Donc, on essaie de mettre en avant peut-être des histoires ou quand même des angles un peu particuliers. Voilà. Même si cette semaine, effectivement, Massimiliano Allegri est dans l'actualité, même s'il n'a pas de banc, mais on aura l'occasion d'y revenir. Juste avant, Florian, pour rappeler, donc tu es journaliste indépendant, tu es installé à Bordeaux, tu suis particulièrement les journées de Bordeaux. On peut retrouver les conférences de presse, des points sur l'actualité du club, mais aussi les commentaires des matchs en direct depuis le Matmut Atlantique sur ta page YouTube. Voilà, c'est ça, la cabine à Speak pour voilà, tout simplement. Pourquoi cabine à Speak, c'est pour, on va dire, pour tout ce qui est commentaires, etc. On va toujours commenter en cabine. Donc voilà, donc ça fait à peu près 5-6 mois là que j'ai démarré et bon, pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. On fait aussi essayer de faire des 3 petits focus des entraînements quand on a la possibilité d'aller voir les entraînements, parce que c'est vrai que du fait du contexte du Covid et tout ce qui va avec l'actualité du club, c'est de temps en temps un peu compliqué. Mais voilà, on essaie de faire ça et puis de temps en temps je travaille un petit peu avec Infosport et de temps en temps aussi un peu avec France Bleu Gironde, la radio locale, donc voilà. Et puis, tu es aussi passionné de Serie A et tu fais même des commentaires de matchs également de la Serie A, puisque récemment encore, tu as fait la finale de Supercoppa remportée par la Juventus, ainsi que le derby milanais de Coppa Italia, je crois. C'est ça, exactement. Comme le match était sur YouTube et globalement commenté en anglais, je me suis dit que ça peut être intéressant. Moi, j'ai une appétence pour le championnat italien depuis des années et c'est vrai que c'est toujours intéressant de commenter. Alors, le match du Juve Napoli, justement, était pas terrible en termes de jeu, mais c'est vrai qu'on s'est un petit peu plus régalé sur le derby milanais là de cette semaine avec les prises de bec Lukaku, Zlatan Ibrahimovic et puis même cette fin de match avec le magnifique coup franc de Christian Eriksen. Donc, on fait ça avant tout pour le plaisir, pour se régaler. Donc, puis après, si ça marche, tant mieux.
Voilà. Il y a Cédric qui s'est vraiment régalé sous ses coups francs parce que, voilà. Je le comprends. Arriver comme ça, un bonus en dernière minute contre un Milan AC qui, quand même, cette saison, il est au top de la forme, au moins jusqu'à là. Et c'était pas mal, ce n'est-ce pas, Cédric? Oui, et puis bon, l'histoire Christian Eriksen, c'est vrai, est particulière. Il est arrivé il y a 1 an. Il a eu du mal à s'intégrer. Il joue très peu. Il y a eu quelques petites prises de bec avec Antonio Conte à travers la presse. Eriksen qui se plaignait de jouer peu. Conte qui lui reprochait un petit peu de pas faire assez pour s'intégrer. Donc voilà, ça peut peut-être aussi relancer un petit peu Christian Eriksen à l'Inter, puisque on en a un petit peu parlé dans les podcasts précédents, mais le football italien, comme les autres championnats, est en difficulté financière. L'Inter particulièrement, puisque le club est en vente, en tout cas pourrait être vendu, et n'a pas les moyens. On l'a encore vu là récemment, même pour recruter un joueur comme Dzeko, ils ont des difficultés. Donc un joueur comme Eriksen avec son talent, c'est bien pour l'Inter et c'est bien pour la Serie A de le voir plutôt sur le terrain et de le voir mettre des coups francs comme ça, c'est plutôt sympa. Donc clairement, franchement, au-delà de ça aussi, je trouve que quand même ils ont eu, on va dire un peu comme sur le derby qu'on avait eu juste avant le Covid, où vraiment le Milan fait une super première mi-temps, et puis après derrière t'as l'Inter qui revient pour nous mettre un match vraiment magnifique avec un Lukaku encore qui avait été énorme, et là j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Alors je trouvais un peu bizarre quand même, pour en parler très rapidement sur le plan tactique, c'est vrai que voir cette ligne de 3 avec Kolarov sur le côté gauche, et puis Perisic qui était en rôle de piston, mais on avait plus l'impression que c'était vraiment un rôle très très offensif de la part du Croate. Mais bon, on aura un petit derby d'Italie dans quelques semaines, ça va être sympa, je pense. 2 même. 2, oui, 2, ouais, 2 exactement. Ouais. Et donc là, on passe un peu au sujet de cette café qu'on partage ensemble avec toi, et c'est revenir un peu sur Allegri, parce que c'est un peu les personnages de la semaine. On parle toujours de lui aussi, comme on a dit au début, il a pas de banc. Donc et en plus, vu que tu suis de près la Juve, on peut le dire, parce que ici comme on a dit, on joue à la carte découverte. On peut le dire, clairement. Parce que on cache pas, voilà, on n'est pas trop accro, on est honnête au niveau intellectuel. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu penses de lui et son personnage en général, comment tu l'as vécu aussi au fil des années? Alors déjà au premier abord, c'est vrai que moi j'aime bien revenir en fait sur le début de l'époque justement Allegri. Faut quand même se rappeler, Conte part un petit peu en l'espace de 24-48 heures, on comprend rien à ce qui se passe, et derrière on nous annonce Max Allegri qui arrive. Il avait été limogé, je crois 6 mois avant de la part du Milan, et c'est vrai que il faut avoir aussi en lecture que les supporters italiens n'en voulaient pas au départ. Les supporters italiens, les supporters de la Juve, pardon. Je me rappelle de cette scène où ils disaient qu'ils en voulaient pas. Il y avait le bus de la Juve qui partait en préparation, je crois, et ils disaient qu'ils en voulaient clairement pas. Alors après, c'est vrai que moi, Max Allegri, j'ai toujours bien aimé, on va dire, son franc-parler en conf. Ça a toujours été, je veux dire, à 24 heures avant les matchs de la Juve, à chaque fois, je regardais les conférences de presse, parce que je devais aussi les relier un petit peu pour Foot Mercato à l'époque où je bossais chez eux. Et mais ça a toujours été un bonheur si on compare un petit peu à ce qu'on a maintenant avec Pirlo, qui est moi j'adore Andrea Pirlo, il y a pas de problème de ce côté-là, mais je trouve que les conférences de presse sont un petit peu plates, et Maurizio Sarri c'était un petit peu la même chose. Puis il y avait eu aussi des phrases dans l'année, je me rappelle de cette phrase après le match du Napoli où il explique s'il avait un match à perdre, c'était face au Napoli. C'était un peu compliqué de l'entendre en tant que supporter de la Juve, parce qu'on sait qu'il y a quand même une sacrée rivalité entre les deux clubs, etc. Donc et après Allegri, pour moi, dans son style de jeu, pour moi s'apparentait vraiment
à ce qu'a toujours connu la Juve. La Juve n'a jamais été pour moi globalement une équipe qui faisait vraiment le jeu avec par exemple style un peu Barça. Là on l'a un peu plus avec Pirlo, on l'a eu un petit peu sur certains matchs l'année dernière avec Maurizio Sarri, mais c'est vrai que je trouve il rentrait vraiment dans le moule Juve, parce que déjà très classe, toujours en costard, etc. Quand on voit Maurizio Sarri à une époque, bon, voilà, on sentait que le costard était un peu compliqué pour lui à porter, mais voilà, non, donc vraiment Massimiliano Allegri, moi j'en garde vraiment des grands souvenirs. Je pense que dans tous les cas, on arrivait sans doute quand il partait, on arrivait dans tous les cas à la fin d'un cycle. Ça faisait 1, 2 ans qu'on en parlait. Je me rappelle qu'il y avait à une époque, on parlait, je crois que c'était au mois de janvier-février, Paulo Sousa fonctionnait très bien avec la Fiorentina. Il y avait son nom qui avait été donné notamment. Donc voilà, franchement, Max Allegri, je garde des excellents souvenirs, notamment des souvenirs que ça soit en tant que supporter, aller voir certains matchs. Moi, j'ai un match dont je me souviens le plus, c'est ce Tottenham-Juve où la Juve est menée 1-0 à la mi-temps. On se pose la question de comment la Juve peut s'en sortir. Il arrive à faire 2 changements assez incroyables en faisant rentrer Lichtsteiner et notre ami Kwadwo Asamoah, et puis là tout change. Donc c'est ça aussi, c'est sur le plan tactique, mais aussi sur sa manière de coacher, de sentir au bon moment, faire les bons changements au bon moment surtout. C'est vrai. Pardon, Cédric. Non, je voulais juste revenir sur l'histoire de ces comptes de presse. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire un reportage pour TF1 il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, les temps passent vite, surtout avec les Covid. Et voilà, et j'étais touchée justement pour ça, pour sa façon de communiquer. Et ses réponses assez nettes, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui peut-être manque un peu sous les plans du foot, parce que on a toujours des réponses assez pré-planifiées et qui te donnent pas l'opportunité. Après peut-être tu rentres un peu trop dedans sous certaines polémiques, mais voilà, il faut aussi avoir des personnes qui te donnent des vraies explications et pas juste t'amener un bateau un peu partout. Non, mais c'est ça, et moi j'ai justement regardé 2, 3 confs de presse là juste avant. Et c'est vrai que moi, c'est cette conférence de presse à la Lazio, justement, juste après la victoire, en plus avec le but de Paulo Dybala. Mais cette histoire de est-ce que vous êtes amateur de course de chevaux, mais franchement, elle est exceptionnelle. Et sur certains autres moments, il y a des moments où il posait la question aux journalistes. C'est ça que j'aimais aussi chez lui. De temps en temps, il arrivait à sortir la compo quasiment entière à certains moments, à 24 heures d'un match. Donc vraiment, non, c'est vraiment un sacré personnage, et c'est pour ça, moi, je trouve ça un peu dommageable qu'il n'ait pas de banc à l'heure actuelle, parce que franchement, son franc-parler nous manque, disons-le quand même. Justement, pour passer un petit peu à pourquoi il n'a pas de banc, on en a parlé dans le podcast, et il y avait cette éventualité qu'il est peut-être un entraîneur trop pragmatique, dans le sens où, alors c'est bien puisqu'il a su s'adapter à l'AC Milan, par exemple, avec les 2 avant-centres toujours voulus par Berlusconi, c'est un petit peu la règle. Chaque entraîneur devait mettre 2 attaquants. Il a réussi à le faire dans un 4-3-1-2 qui a fonctionné pour aussi. Il y avait notamment Zlatan à l'époque pour le mettre en valeur. Lorsqu'il arrive à la Juve, il a su tout doucement. Au début conserver un petit peu l'ossature de Conte avec ses 3 défenseurs, et puis tout doucement un petit peu passer à 4 et puis rechanger, donc très pragmatique, mais du coup il n'est pas comme un Sarri qui est identifié, comme un Conte qui est identifié. Lui, voilà, c'est un entraîneur un petit peu passe-partout, on a l'impression. Oui, passe-partout. Et puis moi, je me rappelle un peu à l'époque, juste avant sa période milanaise, il y avait cette période à Cagliari où il avait notamment réussi à sortir un peu du cocon, je trouve, à Alessandro Matri, qui avait vraiment ultra performé. Et d'ailleurs, après, il signe à la Juve, c'est pas étranger non plus. Donc, non, je pense à un entraîneur sur mesure. Moi, je le voyais. Alors,
moi, je trouvais qu'il y avait le profil idoine pour entraîner le Paris Saint-Germain. Vous en avez parlé dans votre podcast. Il y avait Leonardo, etc. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'arrêtait pas de dire qu'il y avait la possibilité qu'il vienne, etc. Vu que avec Thomas Tuchel, ça se passait quand même plutôt mal. Moi, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui arrive à très bien jouer, à très bien gérer, surtout, on va dire, les leaders et ceux qui ont des fortes têtes. Par exemple, la relation qu'il a eue avec Paul Pogba, par exemple, et franchement, elle est fantastique. Il y a plein après avec les sénateurs de la Juve, que ce soit les Buffon, Bonucci et d'autres. Donc franchement, non, je pense que c'est un coach qui arrive à gérer toutes les composantes et que ça soit sûr et en dehors du terrain. Et moi, je me rappelle de quelque chose. Alors que je ne croyais pas au départ, c'est sur sa dernière saison avec la Juve où il arrive à changer le rôle de Gonzalo Higuaín et le faire jouer littéralement en numéro 10. Et franchement, ça a marché à merveille. Donc franchement, bravo à lui. Et puis, il faut pas oublier quand même qu'il a fait quand même aussi 2 finales de Ligue des Champions et que finalement, depuis qu'il est parti, la Juve a du mal quand même à atteindre du moins pour l'instant le dernier carré de cette compétition-là, quoi. Je voulais juste souvenir aux gens qui sont en train de nous regarder live qu'ils peuvent poser des questions. Clairement, on va les lire, on va les partager et voilà. Et dit ça, oui, la Juve, sans doute, il a du mal parce que quand même les choix des Sarr étaient un choix pour changer totalement et ça n'a pas marché. Mais nous, un peu, on les doutait. Franchement, en connaissant les personnages, c'était un peu un gros point d'interrogation parce que surtout pour tout ce qu'il avait fait avant. Et c'est ça le problème. Tout la communication qu'il avait fait, c'était presque impossible qu'il puisse marcher parce que je pense qu'il manquait à une base de confiance. Vraiment, quand il est arrivé, les joueurs ils se sont dit mais pourquoi lui? Voilà. Vu que jusqu'à hier, il nous disait contre. C'était difficile de relier un peu les liens. Et je pense que ça a pesé énormément aussi, si on se souvient il est passé pour Chelsea avant je veux dire, Naples, Chelsea, Juventus. C'était pas comme Higuaín qui allait directement. Et là, c'est une autre histoire. Mais au-delà de ça, on voit aussi la fatigue qu'il a Pirlo à s'installer, les doutes, surtout qu'au début, ils avaient fait une communication peut-être excessive sous ses capacités. Pas pourquoi il soit pas au niveau, mais simplement parce que après tout ce qu'il a vécu la Juve, c'est normal, une période d'adaptation. Oui, je pense qu'il y a une période d'adaptation et puis c'est vrai que cette saison est un petit peu, on va dire, bizarre dans le sens où la préparation de début de saison a été un petit peu, je trouve, tronquée parce que c'est pas véritablement une vraie préparation. Il y a eu, tous les clubs sont dans ce cas-là. Il y a tous ces cas Covid qui sont là, la Juve ces derniers temps a quand même assez souffert entre Matthias de Ligt, il y a eu Juan Cuadrado, Alexandro qui fait le yo-yo depuis quelques mois maintenant au niveau des prestations sportives. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Et puis il y a ce milieu-là, finalement, moi j'ai envie de dire que on sait pas trop. Rodrigo Bentancur qui était excellent la saison dernière sous Sarri, ne met plus un pied devant l'autre, où il a perdu de son âme. Je sais pas ce qu'il a, mais c'est vraiment on retrouve plus le Bentancur qu'on a connu la saison dernière. Et puis je pense dans tous les cas, moi si j'avais à militer pour un milieu, ça serait plus un milieu Arthur McKennie parce que McKennie je trouve plutôt pas mal et c'est vrai pour voir certains faire des lives notamment France je crois sur YouTube où ils expliquent et sur Twitch ils expliquent tout simplement que Rabiot. Et c'est vrai, je trouve, sur ce point-là, c'est vrai. Rabiot n'est pas un milieu de terrain qui peut jouer vraiment dans un milieu à 2. C'est pour lui, c'est je trouve trop compliqué. Dans un milieu à 3, à la limite,
mais dans un milieu à deux, c'est compliqué. Je pense qu'il faudra laisser du temps à Andrea Pirlo. Faut pas oublier aussi qu'il a un groupe assez jeune, donc les De Ligt, les Arthur, les McKennie et tant d'autres. Donc faudra, je pense, attendre un petit peu. Kulusevski aussi. Donc c'est sûr que là, comme le disait Chiellini, alors là-dessus, j'aimerais revenir 30 secondes sur les propos de Giorgio Chiellini, parce que tout le monde, que ce soit en Italie ou ailleurs, se sont dit, ok, Chiellini parle de fin de cycle à la Juve, voilà, c'est la fin du cycle. Mais en fait, je pense que on peut avoir aussi une autre lecture par rapport aussi à ce groupe qui est quand même globalement jeune et qui a besoin d'arriver à maturité, et forcément, ben, il faut une saison pour que la cohésion arrive, et puis voilà, après on verra jusqu'où on ira. Mais quand j'entends parler de certains aussi dire que on est à la 20e journée, si je dis pas de bêtises, donc on n'est qu'à la 20e journée, il n'y a pas un écart non plus grandissant, donc tout est encore possible et réalisable, que ce soit du côté du Milan, de l'Inter, de la Juve, et on ne sait jamais, peut-être pourquoi pas de l'équipe de l'Atalanta aussi. Donc je pense que la saison sera longue, et je pense qu'elle sera autant excitante que celle qu'on a pu connaître, que ce soit 2017-2018, 2015-2016, avec cette remontée folle de la Juve, avec ce but désolé Valentina, mais ce but de Simone Zaza magnifique. Donc voilà, on va attendre. Je fais pas gaffe. C'est des souvenirs, voilà. Ça arrive. C'est passé. Ah bon. Comme le but de Koulibaly s'est passé à vous. Voilà, exactement. Chacun il a son but à oublier. Voilà, exactement. Tu n'as pas cité la Roma, petite transition, puisque la Roma pour l'instant est en course pour le Scudetto malgré tout ce qui se passe, et on parle pas mal cette semaine de Massimiliano Allegri à la Roma. On parle de discussions avancées avec le nouveau propriétaire, avec le nouveau directeur sportif, puisque Fonseca est menacé depuis pas mal de temps. On en a déjà parlé dans nos rendez-vous podcast. À la Roma, c'est un climat vraiment particulier. Il suffit de perdre un match, encore plus perdre en derby comme il l'a fait il y a quelques jours, pour se retrouver très clairement menacé. Alors, on parle de Massimiliano Allegri à la Roma. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, son profil, parce que voilà, il a un profil, il est passé donc à Cagliari, l'AC Milan, la Juve, est-ce que à la Roma, tu l'imagines bien reprendre avec l'effectif actuel, par exemple, faire quelque chose de bien? Bah, honnêtement, je pense, j'en ai pas parlé, c'est vrai, parce que la Roma, j'ai du mal à la situer vraiment cette saison. Il y a, comme tu le disais, il y a ce match contre la Lazio qui est franchement, ok, la Lazio fait un super match, mais la Roma, je l'ai trouvé vraiment pas fantomatique, mais presque. Et c'est vrai que cette histoire avec Edin Dzeko là depuis quelques temps, j'ai du mal à comprendre comment. Alors bien évidemment, il pouvait partir là cet été à la Juve ou ailleurs. Mais j'ai l'impression que vraiment c'est peut-être l'un des joueurs peut-être plus importants de cette équipe-là, en sachant que Kolarov est parti aussi. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais pour moi je pense que ça serait vraiment comment dire, l'entraîneur parfait pour la Roma, honnêtement. Déjà moi à l'époque, avant que Paulo Sousa ne signe au Girondins de Bordeaux, pour moi entre Paulo Fonseca quand même à l'époque et Paulo Sousa, ben le choix était pour moi, enfin ils auraient dû partir sur Paulo Sousa. Alors il y avait des bruits qui couraient comme quoi apparemment certains du vestiaire ne voulaient pas forcément de Paulo Sousa, etc. Donc voilà, moi je pense que c'est par contre pour Allegri ça serait vraiment le choix parfait. Alors est-ce que maintenant il veut une expérience à l'étranger? Vous en avez parlé un petit peu aussi dans votre podcast avec cette histoire, peut-être on sait pas, avec le Real Madrid. Moi je me dis pourquoi pas. Alors le train passera pas tout le temps, mais c'est vrai que le Real quand même depuis on va dire 6-10 mois, c'est quand même compliqué. On sent quand même un fin de cycle avec Zidane. Donc moi je dirais vraiment pourquoi pas le voir là-bas maintenant. Ça ferait aussi plaisir de le revoir en Italie, et parce que honnêtement le chemin qu'il a fait en Italie est franchement remarquable. Passer de Milan à la Juve et être titré tout le temps, franchement c'est
c'est du chapeau bas. Mais bon, moi, je suis pas très objectif sur Massimiliano Allegri, donc voilà. Il faut les dire. Non, mais Oui. on Non, non. rigole. Mais non, moi, une impression que j'ai, un ressenti, voilà, si on peut les nommer comme ça, c'est le fait qu'en quelque sorte, il me rappelle un peu Capello, dans le sens, dans les styles, et donc, dans ce point de vue de là, il pourrait matcher avec la Roma. On sait qu'au début, c'était pas facile pour Capello tout vivre à la Roma, mais à la fin, il a mené un scudetto qui manquait depuis un petit bout de temps dans la capitale. Ouais, non, clairement. trouvez... À moi, côté Giallorossi, parce que la saison avant, c'était la Lazio qui l'avait gagné. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette imagination. Pour moi, en vrai, clairement, je trouve qu'il y a vraiment des similitudes, un peu, on n'est pas loin du mimétisme avec Allegri et Capello, c'est vrai. Maintenant, je pense que ça pourrait être vraiment un bon choix pour la Roma parce que après, je pense que aussi en interne, il faudrait peut-être voir 2-3 choses du côté de la Roma parce que nous faire enfin depuis le début de la saison, c'est quand même assez incroyable cette histoire avec Diawara. Là, il y avait eu récemment en Coupe d'Italie cette histoire. Des 6 changements. Ah non, mais c'est incroyable. C'est juste, je connais pas par cœur l'organigramme de la Roma, mais là va falloir faire un petit quelque chose quand même. Oui, le problème de la Roma, oui, c'est qu'ils ont changé en plus de propriétaire cet été, ils viennent de changer de directeur sportif. On voit qu'il y a pas mal de choses qui changent, donc ils ont besoin de stabilité. Ils ont peut-être aussi besoin d'une vraie figure pour les représenter. On voit que Paolo Maldini fait du bon boulot à l'AC Milan aussi d'un point de vue de la communication. Il est là maintenant, c'est la figure du club. Peut-être que ce qui manque aussi à l'AS Roma, c'est, alors bon, on en a déjà parlé d'un Francesco Totti peut-être, mais de quelqu'un qui soit au-dessus comme ça, qui permettrait aussi à l'entraîneur de travailler plus tranquillement, parce que Fonseca, mine de rien, depuis qu'il est arrivé, a quand même plutôt un bon boulot, a quand même un bilan plus qu'honorable vu tout ce qui se passe en plus en interne. Il arrive plutôt à tenir son vestiaire. Il a trouvé une tactique qui fonctionne bien, au moins contre les équipes de la seconde partie de tableau, puisqu'il gagne tous leurs matchs à chaque fois. Ce qui leur manque à chaque fois, c'est les confrontations directes, mais pour le reste, ils sont encore en course parce qu'ils gagnent les matchs qu'il faut gagner. Donc Fonseca, pour l'instant, fait plutôt un bon boulot. Et on peut quand même peut-être lui souhaiter au moins de finir la saison, puisqu'il est encore en course aussi en Ligue Europa. Donc Non, ouais, non, clairement. Je pense que honnêtement, je pense qu'un Francesco Totti, un mec comme ça, justement, tu parlais de Paolo Maldini, du côté quand même de l'Inter, Javier Zanetti qui est là, du côté de la Juve, t'as quand même Pavel Nedved qui reste quand même une figure du club aussi. Je pense qu'il faudra vraiment du côté de la Roma qui est quelqu'un qui soit garant vraiment de l'institution, parce que la Roma, ça reste quand même quelque chose, que ça soit en Italie ou même en Europe. Donc voilà, il faudra vraiment faire quelque chose. Et puis je pense qu'il faudra vraiment gérer une bonne fois pour toutes ce dossier d'Inzeco parce que vraiment, je trouve ce qu'il est en train de vivre vraiment un peu dommageable. Parce que quand même, il faut se rappeler qu'il y a, je crois, il a 2 doigts de signer à Chelsea à une époque, et en fait, il décide malgré l'argent qu'on lui propose quand même à Chelsea, il décide de jurer un petit peu fidélité à la Louve et dire, ben non, je suis Giallorosso et je me sens très bien à Rome, donc je vois pas pourquoi je partirais pour de l'argent. Et donc je trouve qu'il faudrait vraiment gérer ce dossier-là parce que Dzeko est un super joueur. Honnêtement, je me rappelle justement de son but contre Chelsea, cette reprise là magnifique du gauche. Donc il faudra vraiment faire quelque chose et au moins soigner sa sortie au maximum parce que là j'ai l'impression que c'est vraiment une épine dans le pied de la Roma et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir quoi, malheureusement. Et pour revenir un moment sous les niveaux, je veux dire, les probabilités de voir Allegri à l'étranger, il y a des différents points de vue dans les podcasts. On a Antonio Barilla, journaliste à la Stampa, qui a dit que quand même, il est dans sa tête l'opportunité, la volonté d'aller à l'étranger aussi parce que c'est quelque chose qu'il aime, qui essaie de prouver. Il a fait des choses, des séminaires à l'étranger aussi pour la formation. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même
une projection de son futur à l'étranger. De l'autre côté, Michael Tosan, il disait qu'à son avis, justement pour les pragmatismes dont on parlait au début, il était peut-être moins coté par rapport des autres entraîneurs. Et puis l'argent, parce que c'est quelque chose aussi qui peut compter dans l'ensemble des transferts. Oui, non, clairement. Alors, il y a une moi, dans tous les cas, à chaque fois que je vois un entraîneur être viré, à chaque fois, je me dis, ok, là, c'est bon, c'est le bon moment. Allez, Max, c'est bon, tu peux y aller et puis nous faire bien plaisir comme il faut, quoi. Mais finalement, en général, alors moi, j'avais du mal à comprendre à l'époque. Je crois que c'était United avant qu'ils choisissent Solskjaer et j'ai trouvé dommage parce que franchement ça aurait pu être le bon club au bon moment. C'était un club qui était en train de se restructurer, qui cherchait aussi à vraiment redevenir un peu sur le devant de la scène en première ligue. Donc c'est dommage. Il y a eu ce passage aussi à Chelsea qui aurait pu se faire, mais vraiment moi je disais justement à certains confrères parisiens à l'époque où je crois que c'est après la fin de la saison 2018-2019, j'étais en train de me dire, mais les amis, allez le chercher, quoi. Franchement, c'est l'entraîneur parfait. Il gère un groupe, il a prouvé aussi à avoir super bien géré quand même Cristiano Ronaldo, parce que je me rappelle de ce match face à l'Atalanta, notamment où il rentre et il vient égaliser. Il faut quand même dire à Cristiano Ronaldo, écoute, tu vas être sur le banc, et on sait que lui, il veut jouer tous les matchs tout le temps. Donc voilà, non, franchement, et puis, vous en avez parlé aussi de cette histoire avec Leonardo Bonucci, avec cette prise de bec. Je me rappelle aussi, il y en a une sacrée dans le même, à peu près dans la même chose. C'était avec Mehdi Benassia aussi. Pardon, où ils ont en fait, ils se sont bien gueulé dessus devant le terrain, etc. Donc non, et puis honnêtement, alors je sais plus si c'est face à Carpi, je crois que c'est face à Carpi où il est énervé de ce que son équipe lui propose et il va nous enlever sa veste énervée digne de Hulk. C'était franchement de toute beauté. C'est vrai que c'est un entraîneur sanguin aussi. On a parlé de son rapport avec les joueurs tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi ce qui peut aussi marcher, c'est on sent voilà des prises de position de sa part, ce côté sanguin qui peut aussi bien porter les joueurs avec lui, même s'il n'est pas aussi démonstratif parfois que certains entraîneurs, que comme un Conte qui pendant tout le match va crier depuis son banc de touche, mais voilà, lui aussi arrive à fédérer le groupe peut-être avec aussi peut-être plus de pragmatisme que certains, mais il y arrive bien. Ouais, et puis moi j'ai en souvenir aussi cette conférence de presse après le match contre l'Atlético de Madrid où la Juve perd 2-0 et tout le monde se dit ok, c'est fini, c'est foutu. De toute manière, avec une défense comme celle de l'Atlético, avec un gardien comme Jan Oblak, jamais on arrivera à faire une remonta et arriver à faire le résultat à domicile, bien que le match le match retour se jouait à domicile. Il avait expliqué en conf que rien n'était fait et que on ferait que la Juve ferait tout pour faire cette fameuse remontée, et ça a été fait. Donc moi je trouve qu'il y a des moments où il est dans la difficulté, notamment je me rappelle de cette saison 2015-2016 qui avait très mal commencé parce qu'il y avait des Dybala qui arrivaient et d'autres, Mandzukic aussi, et finalement ils ont réussi à élever le niveau à partir du mois de janvier et à faire la saison qu'on connaît après derrière, mais vraiment je trouve qu'il arrive à se dire ok, je vais prendre des coups pendant la saison, mais vous inquiétez pas, à la fin de la saison c'est moi qui aurai raison et les autres auront tort, et à chaque fois ça s'est passé comme ça, du moins du côté de la Juve. Mais c'est vrai je me rappelle d'ailleurs, Cédric, on en avait parlé un petit peu quand justement Maurizio Sarri était parti. Moi il y avait un entraîneur que j'aurais voulu voir après Allegri, c'était Simone Inzaghi, parce que je trouve que honnêtement il fait un boulot extraordinaire avec la Lazio. Il se fait quand même piller quelques joueurs. Bon là ils arrivent à garder Milinkovic-Savic, mais jusqu'à quand, c'est la question. Ils arrivent à garder Ciro Immobile parce que
je pense qu'à mon avis, c'est le club parfait pour lui. Et donc voilà. Mais j'aurais bien voulu récupérer un petit Simone Inzaghi parce que en termes tactiques et autres, je trouve que c'est quand même un super coach et que je trouve même à la limite vraiment sous-coté en Europe. Je trouve qu'on n'en parle pas assez du boulot qu'il fait. Peut-être il sera un des sujets prochainement. On va faire un retour sous les personnages aussi parce que c'est les frères des Pippo et donc ça au début de sa carrière il était plus en poids peut-être que quand ils étaient tous les deux joueurs, mais aujourd'hui sous la distance il a gagné beaucoup plus de confiance sans rien lever à Pippo, mais voilà. Mais son frère désormais on dit plutôt que Pippo. Ouais. Désormais on dit plutôt que Pippo est le frère de Simone Inzaghi. De Simone Inzaghi. Même si faut noter aussi la bonne saison à Benevento de Pippo Inzaghi comme entraîneur, puisqu'il est promu la saison passée cavalier seul en Série B pour être champion et monter. Et là, avec un effectif sans star, mais avec des joueurs d'expérience comme Camille Glick en défense, quelques jeunes joueurs, avec également la Padula, par exemple, devant, qui et qui fait du bon travail. Puis à noter aussi, il y avait cette saison-là, moi que j'avais suivi de bout en bout en Série B, c'est sa première expérience, je crois, après le Milan, quand il va à Venezia. Parce que franchement, il avait fait je crois qu'il est pas très loin des playoffs, ou peut-être qu'il les avait joués, je crois, mais j'ai un gros doute là-dessus. Mais vraiment, il avait fait un super boulot avec Venise aussi. Donc franchement, d'ailleurs au passage, super maillot extérieur de la part de ce club. Franchement, j'ai hésité à me l'acheter, mais je pense que je vais le faire en fin de saison parce que franchement, il est vraiment magnifique. Moi, j'ai pas hésité, il est magnifique, je te confirme. Ah oui. Voilà. Je vais t'écouter, je crois que je vais aller l'acheter de ce pas juste après. Bon, je pense qu'on va petit à petit à glisser vers la fin de notre café, mais on a un dernier thème à affronter avec toi. On change de chapitre, on ferme cela de la Ligue dont on a parlé pas mal cette semaine avec plein de points de vue différents. Et on passe aux demi-finales des rêves pour la Coppa Italia. On peut les appeler comme ça? Oui, clairement, franchement, déjà, un Inter Juve, déjà, c'est toujours assez intéressant à voir, même quand il y a une défaite, hein, par exemple, il y a quelques jours, mais voilà, non, ça va être super. Et puis Napoli Atalanta, franchement, ça va être du total régal. Alors moi, la question que je me pose véritablement, c'est est-ce que du fait du contexte en ce moment, est-ce que véritablement on a besoin de mettre des matchs retour? Parce que franchement, on sait très bien qu'il y a un contexte un peu compliqué et je trouve pas forcément qu'il y a une incidence sur le résultat à la fin sur ces deux demi-finales là. Et je m'en rappelle qu'il y avait eu justement les demi-finales retour juste après le restart, le fameux restart qui a démarré avec les demi-finales de coupe. Et c'est vrai que déjà il y avait eu ce Milan Juve Milan plutôt qui avait pas été fameux. Il y avait eu ce penalty raté de Cristiano Ronaldo. Ça s'était joué finalement au score à l'extérieur parce que la Juve avait fait un partout là-bas. Donc et c'était à l'époque où il n'y avait pas le Covid justement. Donc voilà, moi c'est ma principale interrogation. Est-ce que véritablement il fallait mettre des demi-finales, aller-retour? Moi, je trouve que les demi-finales en aller-retour sont géniales pour les coupes italiennes. Franchement, c'est en général, on se régale. Donc voilà, c'est juste mon interrogation par rapport au contexte. C'est vrai que je pense qu'on aurait pu. Et puis quand on voit le calendrier, déjà le calendrier du mois de janvier, on dit qu'en France, on a un calendrier énorme. Moi, je trouve qu'en Italie, il est incroyable. Il joue quasiment tous les 3 jours au mois de janvier. Ça devient limite trop. Et je pense qu'on aurait pu pour aller jusqu'à l'année dernière, c'était comme ça avec la Coupe de la Ligue. Voilà, parce que on a la Coupe de la Ligue, c'était assez compliqué.
Ah ouais, non, non, clairement. Donc, je pense que pour alléger ce calendrier-là, surtout pour des équipes, il faut pas l'oublier, qui sont quand même des équipes européennes qui vont jouer l'Atalanta et la Juve, vont jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc, je pense que ça aurait été sympa d'alléger un peu ça. Alors, est-ce que après, je m'y connais pas trop là-dessus, mais est-ce que, par exemple, en début de saison, on aurait pu faire une petite réforme, on va dire, sur l'année de la Coupe d'Italie, parce que il s'y prend maintenant, je pense que c'est un peu trop tard malheureusement, donc je sais pas, mais je pense que ça aurait pu être vraiment une question qui aurait pu et qui aurait, je pense même dû être posée avant le début de la saison. Mais on va rappeler juste le contexte. Effectivement, depuis quelques années, il n'y a plus que les demi-finales qui sont en match aller-retour. Le reste, c'est match sec jusqu'au quart, puis la finale est sur match sec. Et on dit que c'est plus ou moins un cadeau fait à la Rai pour leur offrir 2 soirées de plus avec des grands matchs. Puisque la Rai, donc la télévision publique, est le diffuseur de la Coppa Italia depuis de très nombreuses années. Et ça a été maintenu, ces demi-finales-là, principalement voilà, pour offrir ce spectacle-là. Mais cette saison, effectivement, encore plus que les autres, la question peut se poser. Et puis même en général, c'est quand même assez étrange d'avoir une compétition avec des matchs secs jusqu'au quart de finale, avoir ces demi-finales en aller-retour, puis à nouveau la finale en match sec. La formule est un petit peu étrange, mais bon, on pourra se régaler. Donc, les 2 et 9 février pour Inter-Juve et les 3 et 10 février pour Napoli-Atalanta. Ah non, non, franchement, franchement, ça va être je pense, du total régal, que ça soit, c'est vrai que pour l'instant, d'ailleurs, moi, j'ai hâte surtout de cette interview-là, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce premier match, justement, à Milan, qui était un peu bizarre déjà au début du match, avec cette histoire entre Vidal et Chiellini, Vidal qui vient embrasser les écussons, on comprend. Même moi, qui adore de base Arturo Vidal, j'ai même pas compris pourquoi il a fait ça. Franchement, il y avait pas besoin de créer une polémique supplémentaire. En plus, déjà, avec ces histoires de tatouage, on sait qu'il y a ces histoires de Scudetti qu'il a. Ouais. Donc voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant, et c'est peut-être là, je pense, pour moi, ça sera peut-être là le moment clé pour la Juve, pour se dire ok, on démarre vraiment cette saison, et parce que on sait très bien qu'au mois février-mars, c'est là où c'est le plus important, parce qu'il y a cette Ligue des Champions, ils ont été éliminés l'année dernière en huitième de finale, il faudra un peu faire autre chose cette saison, donc voilà. Et puis Naples, alors la question que je me pose par rapport à Naples, est-ce qu'on aura droit à Victor Osimhen ou pas? Est-ce que où ça en est cette histoire de Covid? Ce serait bien parce que moi j'ai beaucoup d'attentes par rapport à sa venue à Naples, par rapport à tout ce qui s'était passé avec Pep, et aussi j'ai voyé Osimhen un peu plus carré, voilà, par rapport à l'autre ancienne de Lille. Et c'est qu'est-ce qui c'était l'impression au début, dans le sens, on se souvient qu'au début de la saison, voilà, Naples il jouait bien, il avait trouvé son équilibre, et surtout la présence de Osimhen donnait l'opportunité de donner plus de mouvement à des joueurs comme Insigne ou même Mertens, voilà, surtout après le départ de Callejon. C'était quelque chose dont on avait besoin, quelqu'un qui pouvait finalement embrouiller un peu les pistes. Parce que c'est ça, les jeux de Naples étaient devenus toujours très prévisibles, donc l'impact de Osimhen, il les aidait à donner quelque chose de nouveau. Voilà, il y a la blessure, il y a les Covid, et là aujourd'hui on ne sait pas vraiment où on est, parce que quand même la situation à Naples elle est plutôt chaotique. Et je pense que ça aide pas son intégration au sein du club. Et entre-temps, on ne sait pas autour de lui qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'était ça la question que je me posais au début. Dans le sens, il va avoir des gens qui vont l'aider à s'intégrer, ou plutôt à sortir du cadre. Parce qu'il y a quand même un changement de tel, avec beaucoup d'argent sous les épaules, ça peut toucher quand même l'équilibre. C'est comme ça, on veut dire, d'un jeune joueur, parce qu'on se souvient que c'est un jeune joueur. Donc, j'espère qu'on arrive à les récupérer, mais malheureusement, il n'est pas le centre de l'intérêt de Naples en ce moment, je trouve.
Dans le sens qu'avec toute la polémique avec Gattuso et Insigne, qui encore cette semaine, il allait à parler avec les supporters, il y a des audios qui sont sortis où, voilà, on sait que les joueurs, ils ont, au moins, pour qu'est-ce qu'on a écouté, peur de tout ce qu'on lit sur Internet. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, Osimhen, malheureusement, on l'a un peu perdu. Et moi, il y a un joueur par contre du côté de Naples que j'adore parce que je suivais notamment, j'ai suivi sa carrière depuis quasiment la dernière Coupe du Monde, c'est Hirving Lozano que je trouve. Alors au début, c'est vrai, la saison dernière c'était un peu compliqué, même s'il avait démarré fort en marquant notamment contre la Juve sur ce fabuleux 4-3, mais je trouve qu'il arrive de plus en plus à arriver à maturité et c'est bien parce que franchement, déjà, il montrait des choses assez intéressantes, que ce soit avec le Mexique ou avec le PSV Eindhoven à l'époque. Et franchement, il avait très du mal à s'intégrer. Ouais. Voilà, au début de cette saison, il disait je vais partir. Voilà, c'était pas très amusant. Là, on voit qu'au contraire, comme tu dis, il montre des choses plutôt intéressantes. Non, pas mal. Et un petit mot peut-être pour finir, Valentina. Donc le Napoli qui a perdu un petit peu ses 2 tours en attaque, qui étaient un petit peu au garage, hein, puisque Llorente donc est parti à l'Udinese et Milik donc à Marseille. Pas mal de questions de la part des supporters de l'OM, puisqu'on sait que Milik est un très bon buteur, mais qu'il a eu 2 très graves blessures, rupture des ligaments croisés à 2 reprises. Donc à chaque fois, il est revenu avec courage. Mais bon, là, il était en rupture complète avec le Napoli. C'était plus une question contractuelle, puisqu'il était en fin de contrat. Le Napoli voulait pas le laisser partir libre. Lui ne voulait pas prolonger, donc du coup, il se retrouvait totalement à l'écart. Alors que lorsqu'on voyait les problèmes, sans Osimhen, sans également, il y a eu d'autres blessures. Ils se sont retrouvés. Alors Petagna a bien fait le boulot devant ces dernières semaines, mais bon. Se priver d'un Milik, on trouvait ça peut-être un petit peu absurde de l'extérieur, mais que penser de Milik à Marseille et est-ce que pour toi c'est une bonne opération de la part de l'OM? Bah, moi, j'ai quand même un peu des doutes sous les moments, dans le sens, c'est pas un joueur qui va retrouver tout de suite, il a besoin de confiance, donc peut-être ça va prendre un peu de temps. On parle pas négativement du joueur lui-même, parce que quand même, c'est quelqu'un qui sent les buts, donc, mais il a traversé des moments très difficiles avec les blessures que tu as citées, et c'est pas évident peut-être de rentrer dans un contexte comme celui de l'OM, ces moments où il y a un peu d'air chaude qui passe entre Thauvin, Payet et tout cela. Donc aussi là, on parle de tous les contextes, pas simplement du joueur qui pourrait quand même s'intégrer bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci à s'intégrer, c'est juste les contextes ça prolongera finalement son intégration. D'ailleurs, j'ai une petite question par rapport au départ de Milik. Est-ce que cette fameuse clause dont moi j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux, est-ce que cette fameuse clause quasiment, c'était le terme, anti-Juve, anti-Juve et en gros qui pouvait pas rejoindre, je crois, l'Italie sous les 12-24 derniers mois. Est-ce que ça a été véritablement mis en place ou pas du tout? Je t'avoue, je suis pas sûre. Donc, mais pour moi, c'est quelque chose de possible vu qu'est-ce qui s'est passé avec Higuaín. Voilà. Il y a ces petits précédents, donc pour se couvrir en quelque sorte. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est pas que les Napoli qui a fait ça dernièrement. On a vu avec Papu Gomez qui est parti à Séville. Et il pouvait pas être vendu en Italie. Moi, je l'avais pris très fière, dit entre nous. Pas que les Napoli, je pense, il y avait pas mal de supporters qui auraient bien aimé les voir dans leur équipe. Et donc, on commence à se protéger contre ces genres de situations qui peuvent, sous long terme, parce que quand même, Higuaín, elle a fait très mal quand il était à la Juve à Naples. Ah, mais ça... a priori, il y a eu plus ou moins la même clause pour Icardi, qui, si jamais, en gros, l'Inter voulait pas le vendre à la Juve. Ils l'ont vendu au PSG, mais si jamais le PSG le revend à la Juve, alors soit c'était 1 an ou 2 ans, il y aurait un bonus à verser à l'Inter dans le cadre du transfert. Donc voilà, c'est vrai qu'on a l'impression que
Ça, c'est de plus en plus aussi des clauses pour un petit peu anti-juve peut-être en Italie. Non, mais ça a l'air d'être le cas. Mais bon, parce que je trouve quand même que le transfert qu'il y a eu récemment là, par rapport à ces deux jeunes-là à l'Olympique de Marseille et la Juve, je trouve ça un peu étrange pour ne pas dire autre chose. Donc on verra, peut-être qu'il y aura des négociations dans les mois ou années à venir. Mais moi, c'est vrai que je m'en rappelle cet été, Milik, moi avant que Morata ne signe, je le voulais absolument parce que je trouvais que déjà c'est un neuf à l'état pur. Il a cette capacité, cette qualité-là, je trouve, de pouvoir tirer les coups francs aussi quand même. Et ça, c'est assez rare quand même pour les attaquants. Quand on voit par exemple Cristiano Ronaldo, qu'il lui faut 50 tentatives pour en marquer un, par exemple, pour ne citer que lui. Mais donc voilà, il y en a très peu maintenant, donc c'est dommage. Bon, on attendra 12-24 mois, c'est pas très très grave. Non, on a du temps. De toute façon, voilà. On bouge pas. Voilà. À cause du Covid. Donc, on sera toujours là pour amener les dernières nouvelles et revenir ici sous cette comptoir de Calcio Espresso qui est arrivé à la fin. On pensait pas d'aller si loin, franchement, aujourd'hui dans cette première, mais c'est passé assez vite. Donc, je te remercie, Florian, pour ton expertise et je remercie Cédric pour avoir commencé cette aventure ensemble. Ben merci en tout cas à vous deux et puis bonne continuation vraiment pour le travail que vous faites parce que vraiment c'est un plaisir d'écouter votre podcast déjà et puis on suivra quand il y aura d'autres petits lives dans ce sens-là. C'est toujours assez intéressant d'écouter du débat sur le championnat italien. Ben, merci beaucoup et puis on se retrouvera pour une nouvelle tasse ensemble. Allez, pourquoi pas. Le rendez-vous est pris. Ça marche. Merci beaucoup et ciao tout le monde. Salut. Ciao.